Bonjour à tous, bienvenue sur le 14e Triskaï Décaphilie du 13 novembre 2021. Ce soir, je reçois Jean Bury qui nous lira un extrait de son roman Kraken Crack paru chez Pulp Factory. Je vais vous lire le prologue de ce roman parce que, à défaut de présenter les personnages principaux, je crois qu'il introduit bien l'ambiance générale du roman et parce que je suis flemmard, donc le prologue, ça me paraissait pas mal. Le rêve était sûrement agréable. Au réveil, comme une malédiction, Vergnac ne se souvenait que des cauchemars, jamais des songes enchanteurs. Matinée dorée où le soleil brille sur des plages de sable blanc, loin du bruit, des ordres gueulés par la hiérarchie, des mesures de sécurité paranoïaques, des jours de repos jamais pris, loin des complexes de production des ogives de dissuasion nucléaire. Or, la sonnerie stridente qui venait de l'arracher au sommeil pour lui crever les tympans ne lui laissait aucune image, aucun souvenir de palmiers inclinés par les vents et de lagons transparents. À quoi ça sert de dormir si l'on n'en revient pas avec des hibiscus et des oiseaux de paradis pour la journée? L'alarme vociférait toujours, à la fois infragrave et suraiguë. Vergnac parvint à ouvrir les yeux. Les néons s'étaient allumés automatiquement au début de l'alerte. Il consulta sa montre, 3 heures du matin. Il avait dormi 1 heure. « Qu'est-ce qui se passe » grogna Blondeau depuis la couchette du dessous. « J'en sais rien, mais ça a intérêt à être sérieux » répondit Lopez sur le même ton. À première vue, il n'était pas content non plus d'être tiré des bras de Morphée. Marrant, on travaille dans une usine ultra secrète sur une pile de matière fissile, et quand les sirènes retentissent, au lieu de se demander si on est en train de sauter, on râle parce qu'il n'y a pas moyen de roupiller peinard. Professionnel, cela dit. Malgré les jurons, toute la chambrée sautait déjà au bas des lits. Ils dormaient tout habillés, selon la consigne, et lassaient déjà leurs bottillons à toute vitesse. Technicien de première classe, Blondeau était le plus gradé. Pendant que ses camarades s'équipaient, il s'identifia du pouce au panneau de contrôle de la chambre et déchiffra les informations d'alerte mises à jour en flux continu par l'ordinateur central. « Merde, c'est quoi ça ?»« Qu'est-ce qui se passe, chef ?» demanda Vergnac, qui commençait à s'inquiéter. Les grognements avaient cessé dans la pièce. Tout le monde était bien réveillé maintenant et le sang-froid de ces spécialistes entraînés camouflait mal un début d'anxiété. « J'ai jamais vu ça », murmura Blondeau comme s'il ne répondait qu'à lui-même. Il s'arracha tout à coup à l'écran et retrouva son ton de commandement. « C'est au complexe de profilage. On perd pas de temps. On a 2 minutes pour être sur place et je veux pas de retardataire. » Et avant de quitter la chambre, il fit quelque chose d'inattendu, d'invraisemblable, de si décalé dans un complexe high-tech où le moindre danger était la défaillance des systèmes de refroidissement nucléaire, que Lopez ne put retenir un demi-rire nerveux. Il brisa du coude la vitre de sécurité incendie et s'empara de la hache. Les 6 hommes coururent leurs kilomètres comme un 100 mètres. Ils étaient jeunes encore, les anciens n'étaient plus affectés aux permanences de nuit, mais le complexe souterrain était immense. Les sirènes ululaient toujours et les stroboscopes des lampes d'alarme noyaient le labyrinthe de couloirs froids, de flashs jaunes et rouges. Si le système d'alerte avait pour but de mettre les techniciens sur les nerfs, c'était réussi. Tout en courant comme s'il était poursuivi par un guépard, Vergnac sentait son angoisse monter en flèche. Dans une usine comme la leur, même les incidents les plus prévisibles ne pouvaient conduire qu'à une catastrophe. Or, aujourd'hui, à en juger par les réactions de leur chef, ce qui se passait n'avait pas de sens. Ils couraient comme des adolescents en compétition scolaire. Il leur fallut à peine 2 minutes pour rejoindre le complexe de profilage. Blondeau n'eut même pas besoin de déverrouiller les serrures de la haute porte blindée qui défendait le saint des saints au cœur de leur usine, le noyau le plus secret de cette immense installation gouvernementale. Contre toutes les règles de sécurité, elle était déjà ouverte. Défoncée, pour être exact, bosselée à coups de bélier, tordue, éventrée, arrachée. Stupéfait, Vergnac s'arrêta une seconde. Et ses camarades couraient toujours et il fut emporté par le mouvement. À première vue, le gigantesque hall n'avait rien d'inhabituel. Vivement éclairé, comme toujours, il vrombissait du grondement grave des refroidisseurs en batterie, rythmé par le lent mouvement des pales géantes et le cliquetis des contrôleurs redondants de sécurité électronique. Pourtant, rien n'était normal. D'abord, il y avait 2 hommes à terre, près de la cabine de surveillance. L'équipe de veille, le Braz et Ngao, assommés et inertes. Pire,
un manubot s'approchait du sarcophage et levait déjà ses 2 bras articulés pour en défoncer la cloison. Tout comme il avait détruit l'entrée du complexe de profilage. Blondeau pila, saisi autant par la terreur que par la stupéfaction. Personne n'avait jamais entendu parler d'un robot de chantier qui se révolte, détruit, moleste des humains et semble décidé à lancer une réaction en chaîne. Personne ne l'avait jamais vu et c'était normal. Ces engins étaient grands, puissants, mais dénués d'intelligence même rudimentaire. Ils étaient juste capables d'obéir à des programmations et des ordres simples. Ça n'avait aucun sens. Le manubot était maintenant planté devant la porte du sarcophage. Malgré sa haute taille, il paraissait un nain devant la colossale rondache d'acier épais qui défendait l'endroit le plus dangereux de l'usine. Pourtant, s'il avait réussi à pénétrer dans le complexe de profilage, aucune cloison ne pourrait l'arrêter longtemps. Blondeau fut le premier à réagir. « Il faut l'arrêter à n'importe quel prix, il ne doit pas entrer dans le sarcophage. Lopez !» Lopez fonçait déjà vers le poste de contrôle. Il dérapa, garda son équilibre de justesse et entra dans la cabine la tête la première. Profitant de l'élan, il se laissa propulser jusqu'à la console d'arrêt général et enfonça avec violence le poussoir rouge du coupe-circuit des machines autonomes. Le manubot fou donna un premier coup des 2 bras sur la porte d'acier du sarcophage. Un choc sonore se répercuta sous les voûtes surélevées. Il était assourdissant. Vérifiés, les techniciens comprirent que les sécurités ne fonctionnaient pas et qu'un robot dément de 20 tonnes était sur le point d'entrer dans le noyau de l'usine. De là, il était capable de déclencher une réaction en chaîne et de faire sauter la moitié du département. Sirène rugissait toujours. Les autorités étaient donc prévenues. Elles étaient loin d'être arrivées et rien ne prouvait qu'elles sauraient réagir à cette situation sans précédent. Le manubot, lui, n'attendait pas. Il continuait de marteler la rondache, déjà dans l'épaisseur de l'acier. Blondeau serra les dents et s'élança le premier, sa hache d'incendie en main. Et pila derrière la machine. Il était grand, il lui arrivait tout juste à la taille. Il avait l'air d'un enfant de maternelle. Pourtant, il ramena son arme en arrière et frappa de toutes ses forces comme un bûcheron qui attaque un baobab, pile à la jointure du genou. Verniac comprit aussitôt. La plaque composite articulée qui protégeait les câbles de transmission était solide, et si on arrivait à la percer, on pouvait trancher les nerfs du robot et le jeter à terre. Le jeune homme se jeta sur le mur le plus proche et récupéra lui aussi une hache d'incendie. Il entendit Lopez hurler à Rochard « Va chercher de la pâte explosive et des détonateurs. Allez, fonce !» Oui, on pouvait essayer de faire sauter l'engin. Seulement l'arsenal était loin et les clés de sécurité compliquées pour l'ouvrir quand on n'était pas l'ingénieur-chef de l'équipe de nuit. La rondache, pendant ce temps, se tordait sous le martelage métronomique du manubot. Verniac poursuivit donc sur sa lancée, fonça vers son supérieur, se cala à côté de lui et abattit aussi un premier coup de hache sur l'autre jambe du robot. Le choc fut si violent qu'il sentit comme une décharge électrique lui remonter le bras jusqu'à l'épaule. Il n'avait même pas entamé la première couche de protection. Il réarma son bras. Au même moment, la machine réagit à la double agression. Son buste pivota à 180 degrés sur l'axe de la taille. En le même temps, son bras droit balaya en arc de cercle, la pince à l'horizontale, à hauteur de tête humaine. Blondeau eut à peine le temps de réagir. Il protégea du coup avec le métal de sa hache et fut projeté 5 mètres plus loin avec un « han » de douleur contenue. Désespérément, Verniac se jeta à terre. Il évita la trajectoire du membre articulé, mais la frappe était si violente qu'il sentit au-dessus de sa tête le déplacement de l'air. Encore un pivot à 180 degrés, et le manubot, de nouveau face à la rondache d'acier, reprit son martèlement de poing. Ses jambes n'avaient même pas bougé et les jointures des genoux étaient à peine rayées. Seconde, Verniac resta au sol, à plat ventre. Attaquer les articulations des jambes ne servait à rien. Il était impossible de les entamer à la hache d'incendie. Et à l'évidence, c'était dangereux. Replié d'attendre les explosifs, mais d'où il était, il voyait distinctement la porte du sarcophage se déformer sous les coups de bélier de la machine. Il fallait l'empêcher à n'importe quel prix d'entrer dans la chambre des réacteurs. Le jeune homme cessa de réfléchir et laissa parler l'instinct. C'était la seule façon de tenter quelque chose sans se laisser paralyser par la peur. Ou prit appui sur le réhausseur hydraulique de la jambe gauche. Il avait cessé de pratiquer le parcours avec les gosses du quartier depuis l'adolescence et il le regrettait soudain. Il avait les restes. Poussant sur la pointe des pieds, il se hissa jusqu'à la taille, s'agrippa de sa main libre au caisson de la pile dorsale, glissa, se rattrapa de justesse, trouva une prise pour son pied droit sur la hanche du robot et se hissa jusqu'en haut. Le manubot frappait toujours la rondage des 2 poings, insensible au moucheron qui lui grimpait sur le dos.
Malgré les chocs que les bras transmettaient à toute la structure supérieure de l'engin, Vergnac parvint à se caler à genoux sur ses épaules, les cuisses écartées autour du carénage en demi-ballon de rugby qui lui servait de tête et de cerveau. Le robot fou dut sentir le danger. Il pivota de nouveau sur sa taille. Le jeune technicien tournoya avec lui. La machine essaya de l'agripper de ses bras articulés, mais il était conçu pour être utilisé vers l'avant, pas pour atteindre son dos. Il voulut désarçonner son attaquant, et n'était capable que de mouvements fluides, huilés, prévisibles. Accroché de toutes ses forces, Vergnac resta en selle. De sa hache dans l'échancrure de la trappe de maintenance, et se servant de sa propre jambe comme pivot, il poussa de toutes ses forces. La plaque de métal ne céda pas, mais il la sentit bouger. Le cœur battant, il banda ses muscles et recommença. Il appuya, désespérément, à s'en briser le fémur, les doigts crispés sur le manche jusqu'à blanchir les articulations. Il appuya. Il retenait son souffle, serrait les dents, jetait dans sa poussée toute la puissance de ses muscles, de sa détermination, de sa volonté. Le loquet ne craquait pas. Le volet de métal se déformait sous son attaque, mais tenait bon. Vergnac sentit la panique s'emparer de lui. Il n'y arrivait pas, alors qu'il employait toutes ses forces à faire sauter la plaque, et il voyait venir vers lui à toute vitesse, la seconde où totalement vidé, il serait contraint de relâcher sa pression. Vaincu. Il ferma les yeux, serra brusquement les dents, et expulsa à bouche ouverte tout ce que contenaient encore ses poumons. Il hurla avec tant de violence que sa vocifération couvrit les coups de poing frénétiques du manubot qui tentait de le battre de vitesse, les cris de ses camarades qui s'armaient à leur tour, et même le ululement assourdissant des sirènes d'alarme. Les charnières cédèrent et la trappe vola. La carte mère du robot apparut, sans plus aucune protection, nu comme un bébé qui vient de naître. Les yeux palpitants d'une lueur triomphale, leva haut sa hache et s'apprêta à l'abattre. Un cri l'interromput. Quelque chose qu'il n'avait jamais entendu de sa vie, un sifflement aigu, modulé, presque déchirant, une sorte de plainte d'animal qui sent venir sa mort et plaide pour sa vie. C'était le manubot qui lançait cette supplique. Pourtant purement mécanique, ce hurlement paraissait tellement humain que l'espace de 5 secondes, Vergnac en eut l'échine glacée. La porte du sarcophage était presque percée. Une dizaine de coups de poing au plus séparaient le robot fou des cœurs volatiles du complexe. Le jeune technicien retrouva son sang-froid. Il abattit sa hache de toutes ses forces et la carte mère vola en éclats. Une demi-minute, l'engin fut agité de vibrations ultra-violentes. Le cerveau de la machine ne donnait plus d'instructions, mais des résidus de commandes contradictoires et anarchiques couraient ensemble dans les câbles de transmission. Puis ils se dissipèrent et le manubot s'immobilisa complètement. Il était mort. Eh bien, merci Jean pour cette lecture et bravo. Enfin, c'est pas un exercice facile, donc je te remercie d'y être prêté. Merci beaucoup. Bon, les autres, si vous avez des questions, vous avez le chat. Vous pouvez lever la main en disant je veux demander quelque chose. Très bien, donc voilà, c'était Kraken Crack paru chez Puppet Factory avec un robot qui pète les plombs. Comme toute bonne histoire. Exactement. Il faut que ça commence comme ça. Oui, ça ne peut pas être simplement des tractopelles, sinon le roman perd un peu de son intérêt. Oui. Tout à fait. Donc pour les autres, j'ai posté un dessin du mecha sur le chat. Donc on voit que c'est une espèce de bipède avec en forme de ballon de rugby, plus ou moins, ou d'ogive. Tout à fait. C'est le dessin, je crois, que Fabien, l'éditeur, avait préparé, sans doute à titre d'exemple pour l'illustrateur, Louis-Clément Fomenko, qui a fait une très belle couverture pour le roman. Et c'est effectivement le méca des personnages qui sont introduits ensuite, qui sont les vrais héros de l'histoire et qui appartiennent, dans la grande tradition des animés de méca japonais comme Patlabor par exemple, à une sorte de patrouille militaire ou de police chargée précisément d'assurer la sécurité dans un monde dans lequel les robots géants sont utilisés de façon courante sur les docks, dans les usines, etc. Patlabor et pas patrouille, hein, attention les gens. Alors Fabien dit et voilà effectivement la couverture, je viens de la mettre sur le chat. Fabien nous dit que le roman est sur la shortlist du prix des aventuriers. Félicitations.
Merci beaucoup. Oui, oui, il m'a appris ça il y a quelques semaines. Ça m'a fait très plaisir. Surtout que j'ai pas l'impression que, du moins dans la science-fiction française, on exploite beaucoup le thème du méca. Alors, Fabien, donc l'éditeur, me dit que ce serait le premier roman francophone dédié au méca. C'est toujours difficile d'en être absolument sûr, tant la production enfin, il est difficile d'avoir une connaissance exhaustive. Mais effectivement, tu as raison, c'est quand même assez rare, oui. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de me lancer là-dedans. C'était un peu un appel à texte que j'avais lu sur le blog de Pulp Factory et qui demandait des textes justement dans des genres classiques on va dire, de la littérature ou du jeu vidéo, ou du manga geek, un peu, donc les mechas, l'horreur survie, je crois. Il y avait le kaiju aussi, hein, les monstres géants façon Godzilla, etc. Mm. Donc moi, j'avais choisi les mechas. D'accord, c'est un thème qui t'a toujours plu, les mechas? Tu es un fan de Goldorak? Ah, Goldorak. Alors, Goldorak, je regardais ça quand j'étais tout petit, absolument avec fascination. J'ai acheté d'ailleurs la bande dessinée qui vient de sortir et qui visiblement a été faite par des dessinateurs de mon âge qui ont un peu cette nostalgie. Et je me suis replongé là-dedans avec plaisir. Oui. Mais c'est plus tard en fait. Je me suis surtout pris d'affection pour Pat Labor, pour les Gundam que j'aime beaucoup, Mhm. Evangelion que tout le monde connaît aussi, etc. Donc c'est un monde. Je suis pas du tout un grand spécialiste, mais en tant qu'amateur de séries animées, etc. Oui, j'en ai vu quand même pas mal. Oui. Oui, parce que c'est vrai que on retrouve un peu de Pat Labor finalement. Enfin, c'est pas des robots intelligents, ils sont pilotés bien sûr. Mais Oui. il y a toujours des histoires autour de. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. C'est pas. Il y a un peu de politique dans Pat Labor. Est-ce qu'on retrouve ça dans ton roman? Il y a un peu de politique absolument dans mon roman. J'essaie toujours de faire avant tout quelque chose qui soit intéressant à lire sur la durée. J'essaie d'éviter les pensums et les éditoriaux en quelque sorte. Mais il y a effectivement un arrière-plan qui est à la fois social, économique, politique. euh, et qui sous-tend les actions et les réactions d'un certain nombre de personnages du roman, oui. Et en plus, enfin, il n'y a pas que les mechas d'ailleurs dans ton roman, j'ai l'impression. Il parle aussi des androïdes, non? Alors il y a des androïdes, absolument exact. Ils ont un rôle à jouer qui est tout à fait négligeable dans le roman lui-même, dans l'anecdote, dans le déroulement, si tu veux, du scénario. En revanche, ils symbolisent quelque chose et on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure à propos du sous-texte politique en quelque sorte. Et parce qu'il y a en fait tout un univers qui se crée de gens un peu marginaux, un peu à part, qui sont pas tout à fait intégrés à la société pour différentes raisons, et qui, bon, je spoil un peu la fin là, mais vont finalement intégrer progressivement les androïdes que l'on croit fous et auxquels eux vont trouver une place en fait. D'accord. Mais ça, ce sera peut-être une fin ouverte en quelque sorte, sans vouloir spoiler. On pourrait, oui, oui, tout à fait. On peut broder ensuite à partir de ça, tout à fait. Mais quelque chose de mystérieux dans ce premier chapitre, déjà, c'est quand donc, enfin, ce n'est pas le héros, n'est-ce pas, comment il s'appelle? Berniac, c'est ça? Voilà, Vers... Berniac. Oui, tout à fait. Euh, Non, c'est vraiment un prologue d'introduction qui sert uniquement comment dirais-je, à présenter ce monde dans lequel il y a des mechas, d'une part, des robots géants, et d'autre part, des robots géants qui, visiblement, sont en train de devenir fous. Mais les personnages qui sont présentés dans ce prologue, on ne les reverra pas, plus D'accord, c'est ensuite, oui. juste une mise en contexte de ce qui peut arriver quand les Exactement. robots deviennent fous. Et Exactement. surtout qu'il y a quelque chose de frappant, en tout cas au moment où Verniac va exécuter en quelque sorte le robot en détruisant sa carte mère, il pousse un cri quasiment vivant. Enfin, est-ce il va avoir une thématique aussi sur, enfin, on ne sait pas si le robot il est manipulé finalement ou s'il est mu par une volonté propre. On Il sent y un a, mystère. oui, absolument, oui. Je veux pas trop en dire pour ne pas révéler le secret, mais il y a effectivement cette idée qu'il y a une manipulation à la base, mais que c'est une manipulation qui est en train d'échapper pour toutes sortes de raisons un peu compliquées qui se dévoilent au fur et à mesure au manipulateur initial.
Est-ce que tu peux nous présenter tes héros? On les voit apparaître au chapitre 2, en fait. Oui, progressivement, tout à fait. Donc, ils font partie d'une petite équipe. J'ai vu que Fabien, un peu plus haut, nous parle de la Marine nationale. Oui, on peut dire ça, effectivement. Donc, ça, c'est un peu dans la lignée de Pat Labor. C'est une petite équipe qui travaille sur des mechas, donc de maintien de l'ordre, de sécurité, etc., et qui est composée en fait de 4 personnes. C'est un petit groupe de combat. Il y a un officier, un jeune lieutenant, assez sportif, bon commandant, mais assez simple, on va dire, dans ses conceptions du monde, Mhm. qui est judicieusement secondé par une jeune femme qui, elle, a fait des études, elle est sergent, elle est pilote, elle aussi, mais elle a un parcours qui est plus intellectuel, plus intuitif aussi, elle a une meilleure compréhension de la psychologie des gens, et d'ailleurs, elle devine un certain nombre de choses beaucoup plus rapidement. Il y a un jeune mécanicien qui est euh, le soldat dévoué en quelque sorte, mais surtout amoureux en fait de la machine pour elle-même. Et on sent qu'il s'est engagé davantage pour le plaisir de mettre ses mains dans les rouages et le cambouis que nécessairement par vocation, on va dire. D'accord. Et puis il y a dans la grande tradition pour finir le quatuor, dans la grande tradition des animés de mecha qui, pas toujours, mais souvent mettent en scène des adolescents. Il y a le jeune Jazz qui est une sorte de technicien informatique et qui est par ailleurs, oui, un hacker, un pirate qui cherche un certain nombre de choses dans les profondeurs d'une sorte de réseau qui est la version futuriste d'Internet en quelque sorte. D'accord. Sur futur d'Internet. Ça se situe combien de temps dans le futur? C'est un futur Alors, approximatif ou... c'est assez flou pour être honnête. Je pourrais pas te donner. Enfin, j'ai pas vraiment pensé à une date plausible. Mais il y a quelques indices qui montrent quand même que c'est suffisamment éloigné pour qu'il y ait eu une guerre eurasiatique sur laquelle on a peu de renseignements, mais qui a créé aussi un certain nombre de marginaux que l'on croise au cours du roman. Donc c'est quand même dans un futur relativement éloigné, non seulement parce que bon, c'est nécessaire pour justifier les progrès technologiques qui sont mis en scène dans le roman, mais aussi un changement de société, une organisation sociale qui est dans la lignée de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est un peu différente quand même. D'accord. Et c'est une société gérée par, enfin pas gérée, mais reconstruite par les mechas, l'usage des mechas. On les voit beaucoup dans le roman. Oui, ils sont omniprésents, ainsi que les androïdes, puisque évidemment on n'a pas de méca à la maison. Ce serait comme avoir un éléphant dans le jardin, on peut rarement se le permettre. Enfin, mais par contre, il y a des androïdes, pour ceux qui peuvent se le permettre, qui soit accomplissent un certain nombre de tâches subalternes, soit peuvent servir de compagnons, en fait, comme on a un chat ou un chien. Donc oui, les androïdes et les mechas sont omniprésents dans cette société, oui. Tu as pensé à AI de Steven Spielberg pour tes androïdes? Ou ça Philippe Alors Cadic? pour être honnête, pas du tout en fait, non. Je sais pas. En fait, bon, le thème de l'Android est, est très classique en science-fiction. Non, je sais pas. Je pense que les premières références que j'ai en tête qui me reviennent de mon passé de lecteur, ce serait plutôt I Sing the Body Electric de Ray Bradbury, par exemple, ou des choses comme D'accord. ça. Mais ça tourne toujours un peu autour de la même idée, hein, de toute façon. Oui, parce que ça doit interroger quand même sur l'humanité des machines, finalement. Oui, je trouve que c'est une question qui est intéressante. Alors, il y a aussi des exemples remarquables dans la série Next Generation de Star Trek, où il y a même un procès à un moment qui est mis en place pour essayer de jauger si le personnage Data, qui est un androïde, est doté ou pas d'une conscience, donc d'une autonomie juridique en quelque sorte. Hmm. Donc c'est une question intéressante et assez ancienne en science-fiction. Et donc tu la reposes en quelque sorte, c'est une des thématiques de ton roman.
Pas directement, c'est plutôt comme je le disais tout à l'heure, en ce sens que ces androïdes qui vont cesser de donner satisfaction à leur maître parce qu'ils sont en train de devenir fous, enfin en tout cas c'est le sentiment qu'on en a dans le prologue et dans les premiers chapitres, vont être abandonnés, jetés dans les décharges, être considérés comme des menaces ou en tout cas comme des produits défectueux, et il va falloir que quelqu'un leur trouve une place au bout du compte, hein, s'en occupe. Ah, ça, Donc c'est plutôt sous cet angle. c'est pour cette raison que j'avais pensé à AI de Steven Spielberg, justement. On trouve souvent la thématique des androïdes laissés pour compte, Et AI assassinés en quelque sorte. oui, c'est vrai, oui, oui, oui. J'ai plus revu ce film effectivement depuis sa sortie, mais maintenant que tu me le dis, effectivement, c'est une thématique qui est très présente, oui. Ouais. Il y a Fabien qui dit que tu as lu le roman de Jean-Christophe Gabdy, La Reine du Diable Rouge. Pas une auteure, apparemment. C'est exact, oui, oui. Un aimé dans lequel il y a effectivement bon, ce serait à lui d'en parler, hein, je ne veux surtout pas, j'ai toujours peur dans ces cas-là de, comment dirais-je, de mal rendre compte de l'œuvre d'un autre, mais il y a un curieux duo d'adolescents, de frères jumeaux dont l'un est humain et l'autre pas, et qui aussi pose la question de façon très intéressante du développement d'une vie et qui ne correspond pas aux critères qui sont les nôtres, enfin biologiquement. Oui, C'est ça aussi, je crois que c'est paru chez Pulp Factory, c'est bien ça? oui, absolument. Ok, c'est bien pour ça que t'as bien le site. Bah, attends, je vais juste mettre la couverture dans le chat, que les gens puissent situer. Voilà. Après, Bobby ajoute que la thématique sous-jacente d'AI, c'est la fin de l'humanité. C'est un peu vrai aussi, Ah, ouais. je suis Pareil. effectivement, ça finit d'une manière. Je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, il y avait eu des débats assez endiablés entre les gens qui se posaient la question de savoir si, à la fin, la société est dominée par des extraterrestres ou par des androïdes très avancés, beaucoup plus avancés que ceux on voit dans le corps du film. Pour moi, c'était plutôt ça, mais apparemment, il y avait des débats. Oui. Je pense que L'humain a disparu, en tout cas. Oui. voilà, c'est ça surtout ce qui est intéressant dans la toute fin, c'est que l'humanité a laissé sa place. Exactement, oui. Euh, est-ce que tu dois avoir de l'expérience dans la science-fiction, même si c'est la première fois que tu t'attaques à la thématique des mechas. Tu es Oui. peut-être un des premiers auteurs qui écrit sur les mechas. Auteur Bah, francophone, si j'entends. quelqu'un m'a devancé, qu'il se fasse connaître, ce sera avec grand plaisir. Je lirai avec plaisir son roman. Bah, surtout que avec le milieu de l'édition, l'imaginaire français, tu as beaucoup de petites maisons d'édition très Oui, confidentielles finalement. Ça se trouve, bon, il y a un auteur qui s'est permis dans la masse, peut-être un peu caché, absolument, oui, oui, tout à fait. et donc tu as dû passer sous les radars. Je pense mener l'enquête un jour pour voir si vraiment précurseur ou pas. Oui, parce qu'on est rarement le premier dans quoi que ce soit, il faut bien être honnête. Oui, mais... Et puis comme dit Des Fabien, nouvelles, dit Fabien, c'est voilà. possible, oui, tout à fait. Quel est ton parcours? Tu as écrit d'autres romans de science-fiction? Alors oui, j'ai écrit, je ne sais plus, une huitaine de romans à peu près qui sont parus aujourd'hui. Et j'ai fait un peu de fantastique au début, notamment pour un public de jeunes adolescents, pour les 12-13 ans. Des romans que j'ai écrits dans un cycle avec Tim Corey chez Otherland. Donc on se partage un peu cet univers et on l'écrit ensemble. Mais j'ai surtout écrit de la science-fiction. Soit qui s'adresse à peu près tous les publics, on va dire grands adolescents ou adultes, ou d'autres choses sont plutôt réservées à un public vraiment d'adultes, des romans plus compliqués, plus noirs, ou avec des thématiques plus difficiles. J'ai beaucoup, et je continue beaucoup à travailler sur les enfants soldats, par exemple, Ah et oui. j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la question. Donc, autant le personnage, l'adolescent de Kraken Crack est vraiment un personnage de bande dessinée, un peu de pulp. C'était tout à fait délibéré. Je voulais quelque chose qui soit un peu une version littéraire, on va dire, d'un manga en quelque sorte. Autant, par exemple, dans mon roman Les Chasseurs Noirs, j'ai traité la question des enfants soldats et surtout de leur démobilisation après avoir vraiment beaucoup travaillé sur la question. Oui, donc finalement, tu as quand même une thématique politique assez forte dans ton œuvre. Et Souvent, oui, oui, ouais. c'est oui. Au-
J'essaie toujours de faire en sorte que ça ne pèse pas sur la narration. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait une histoire et des personnages. C'est vraiment ce sur quoi je voudrais que ce soit, autant qu'il m'est possible, que ce soit réussi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours derrière quelque chose de cet ordre. Oui. Les agissements des personnages et les situations dans lesquelles ils se trouvent sont la conséquence logique d'un ordre social, économique, souvent, et souvent avec des éléments d'oppression, bien évidemment, au sein duquel ils se débattent en quelque sorte. Oui. Fabien, tu développes vraiment bien la psychologie des adolescents. Ça n'est pas l'avis de tout le monde, mais je lui suis tout à fait reconnaissant de le dire. Ah bah tu J'ai sais, un... on n'arrive jamais à mettre tout le monde d'accord, hein, ça faut se faire une raison. C'est une bonne chose, d'ailleurs, ce serait vraiment triste. Oui. Bah, surtout que, bon, Jazz, comme tu as dit, c'est une espèce, enfin, c'est pas vraiment un cliché, mais c'est un personnage un peu stéréotypé, issu des shonen et de Absolument. l'animation japonaise. Parce que c'est souvent des très jeunes adolescents qui sont mis en scène dans la plupart des séries, que ce soit Et Evangelion. absolument, oui. Le Evangelion, c'est vraiment l'exemple archétypique à cet égard, oui, tout à fait. Il paraît, enfin, je suis pas je lis pas mal de mangas, mais pas suffisamment pour pouvoir me proclamer spécialiste. Mais je lis des articles qui disent que la démographie du Japon étant ce qu'elle est, le lectorat, donc bon, ils ont une fécondité assez basse, donc le lectorat progressivement du manga est en train de vieillir, et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus de romans qui entreraient dans la catégorie du shonen en fait de façon traditionnelle, mais dont les héros commencent à vieillir en fait. Ils ont plus 12 ou 14 ou 15 ans comme avant, mais plutôt 18 ou 30 même. Donc je trouve que c'est assez intéressant, mais c'est vrai que l'adolescent dans son robot géant, c'est quand même un grand classique, quoi. Oui. Et puis bon, c'est vrai qu'on a grandi dans une période où il y avait beaucoup, enfin, on diffusait enfin énormément d'animés japonais. Peut-être pas de la bonne façon, c'était des fois diffusé dans le mauvais ordre, bah, comme Oui, Robotech, c'est je vrai. pense à Robotech, qui a été en fait exploité, c'était 3 séries différentes, mais ils en ont fait une seule série. Enfin, Ok, oui, oui. Ah, pour ça, vive le une série DVD, hein, animée. c'est Oui, sûr. c'est clair. Bon, ça nous a permis enfin, en fait, une belle introduction au monde des mechas, quoi. Et après, effectivement, bah, grâce au DVD, on a découvert Pat Labor. Oui, Pat Labor, tout à fait. Et puis les séries Gundam, qui c'est un univers très ancien, très complexe, très riche, qui est vraiment passionnant à tous égards, avec des séries qui sont inégales, mais qui sont quand même globalement, je trouve, de très bonne qualité et qui atteignent vraiment par moments, à mon avis, un degré de qualité tout à fait remarquable. Je pense notamment à Iron Blooded Orphan, que j'aime énormément, et qui est vraiment une série. Bon, il y a deux ou trois choses que j'aime un peu moins dans la série, qui sont d'ailleurs assez perturbantes, je trouve, Ouais. euh, mais qui est quand même d'une intelligence dont, me semble-t-il, un certain nombre de scénaristes de séries télévisées en prise réelle, avec des vrais acteurs et pour adultes, pourraient s'inspirer quand même, parce que c'est vraiment l'élaboration de l'intrigue dans son ensemble est très riche et tout à fait passionnante. Il y a Fabien qui vient de lancer un mot, un mot particulier qui s'appelle le hop punk. Il dit que t'as vraiment une approche hop punk dans ton œuvre. Il faut que je réagisse, ça c'est compliqué. Ça. Euh, Enfin, alors, déjà, je ne sais pas si ça répond tout à fait. Oui, non, pardon. non, enfin, je voulais savoir si tu étais d'accord avec son assertion. Est-ce que tu penses avoir une approche hop punk? Bon, les romans, notamment ceux que j'ai écrits pour un public plus adulte, sont des romans qui se déroulent dans une société ou un état de la société qui est généralement assez noir, qui est en déréliction ou qui est fondé sur des injustices diverses qui sont particulièrement criantes, etc. Mais il est vrai que je m'inscris toujours, sinon ça m'intéresse pas beaucoup, dans une logique de reconstruction ou de sublimation. Et ce qui m'intéresse, même si c'est pas gagné, même si c'est un combat qui est en cours, c'est de voir d'abord à l'échelon individuel des gens qui en quelque sorte s'adoptent les uns les autres, travaillent ensemble, qui contrebalancent ce qu'il peut y avoir d'oppressif dans les structures dans lesquelles ils évoluent par une sorte de fraternité ou tout simplement d'amitié, d'entraide les uns avec les autres. Et je m'efforce d'ouvrir des pistes vers la construction de quelque chose de meilleur. La dystopie pour la
la dystopie, d'ailleurs j'ai jamais écrit de dystopie au sens propre du terme, c'est pas quelque chose. Tout dépend de l'auteur et de la manière dont il le fait. Il y en a d'excellents. Le problème n'est pas là. Mais c'est vrai que je m'intéresse plutôt à ce que l'on peut semer et qui est susceptible de dépasser la situation actuelle pour proposer quelque chose de plus vivable pour tous en fait. Oui, parce que déjà la dystopie, enfin moi c'est un genre que j'aime énormément, mais j'ai l'impression que on a tendance peut-être à en faire le tour, et puis surtout il y a des relents de dystopie dans le monde réel, on commence à vraiment rentrer dedans. Donc peut-être qu'il est temps effectivement de revenir enfin essayer de trouver des solutions et en débattre. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que par moment, on a un peu le sentiment que la fiction est rattrapée par la réalité, et, euh, et je suis assez d'accord qu'il y a toute une. Bon, je ne pense pas nécessairement que la littérature doive être une littérature d'idées. Moi, je ne vois rien d'insultant au fait qu'on écrive de temps en temps du divertissement. C'est vrai que selon le public auquel je m'adresse dans mes romans, la charge, on va dire, politique est dosée de façon différente, hein. C'est assez mineur quand j'écris pour les 12-13 ans, comme dans la série dont je parlais tout à l'heure. C'est beaucoup plus important mettons, dans Les Chasseurs Noirs, mon livre sur les enfants soldats. Mais c'est vrai que je trouve plus intéressant de se poser la question de savoir comment on peut dépasser un certain nombre de données que je crois que tout le monde a un peu en tête aujourd'hui. J'ai eu l'honneur et le grand plaisir de faire partie du jury du dernier prix Le Bussy. Donc on a lu toutes les nouvelles qui nous ont été envoyées. J'ai été d'ailleurs surpris de la qualité d'ensemble, c'était vraiment de bon niveau, mais j'ai été surpris de voir que de très nombreuses nouvelles parlaient toutes de façon différente, toutes avec un angle personnel, toutes de façon intéressante, mais toutes un peu de la même chose, qui est donc le dérèglement climatique, les systèmes économiques qui prennent le pas sur les systèmes politiques pour s'imposer un peu par la force, donc toutes sortes de choses qui sont également des choses qui m'intéressent à titre personnel, mais on sent bien en lisant ces nouvelles des préoccupations actuelles, tout à fait. Mais en lisant ces nouvelles, on se rendait bien compte, en fait, que ce sont des éléments que tout le monde a bien en main maintenant, qu'on n'apprend plus rien à personne, en quelque sorte. Donc maintenant, dépasser ça pour se poser la question, et après. Voilà. Sauf que, comme dit Fabien, la psychosphère d'Eagle, référence à Roland-C. Wagner. Absolument, oui, oui, le regretté Roland C. Wagner, tout à fait. Melchior fait une remarque. Il y a des scènes dans les mechas, j'imagine, c'est un challenge à écrire. Le mecha de prime abord, c'est fait pour être en image. Ah oui, je suis assez d'accord. Alors heureusement, nous qui arrivons très longtemps après, justement, que notamment des séries animées japonaises sont devenues tout à fait célèbres. Bon, il n'y a pas de Labor que j'aime beaucoup personnellement, mais je pense plutôt à des choses comme Gundam ou comme Evangelion qui ont vraiment une notoriété réelle chez les amateurs, chez les geeks, mot que j'utilise absolument pas de façon péjorative, hein, il va sans dire. Absolument, tout à fait. Et bon, j'ai moi une part de formation tout à fait classique hein, dans mon évolution depuis que je suis jeune et que je conserve. Hein. Je continue à écouter Debussy et à lire Maupassant, mais j'ai aussi le côté geek dans la bibliothèque de mon père quand j'étais gamin. Il y avait d'un côté Isaac Asimov et Heinlein et de l'autre côté il y avait Unamuno et Maupassant. Hein. Donc tout ça, moi, ça fait partie et je me considère comme à moitié geek sans la moindre honte. Hein. Or, ce dont on bénéficie. Oui. J'étais en train de remarquer du coup que, en fait, Jazz de l'Aide de Tassini, ton personnage ado, c'est une version ado de toi-même, hein, parce que Oula, non, il vient de Debussy, enfin c'est bien qu'il dit. Oui, ah oui, c'est bon, oui, alors d'accord, c'est exact. Là, c'était un peu, je vois ce que tu veux dire, ça n'est pas faux. C'était un peu pour le gag, parce que le jeune Jazz s'appelle comme ça parce que ses parents sont eux fans de Coltrane et de Thelonious Monk, et bien qu'il s'appelle Jazz, lui, ce qu'il aime, c'est la musique classique. Donc c'était un peu un gag en fait. C'est pas une projection personnelle. D'ailleurs, vu comme je me sers des ordinateurs. Ouais, c'est vrai. Mais c'est rigolo parce que tu évoques Debussy il y a 30 secondes et je me rappelle que la Jazz fait ce petit mot d'esprit sur Debussy. Oui, mais c'est exact.
Et donc, En manga. voilà, ce dont on bénéficie aujourd'hui, c'est précisément que tous les gens qui aiment ce type de littérature ont de toute façon bien en main déjà les Pâtes Labor, les Évangélions, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à décrire si on partait de nulle part, mais comme on joue sur un univers qui est bien connu déjà des amateurs, ils comprennent immédiatement ce qu'on leur dit en fait. Oui, Donc ça facilite quand même l'écriture de ce point de vue-là. d'accord. Et c'est comme ça que tu écris en général? Est-ce que tu fais vraiment confiance à l'intelligence et aux connaissances de tes lecteurs? Ah oui, j'ai horreur de mettre des notes de bas de page, oui. Oui. Et je pense que les lecteurs n'ont pas besoin de ça, vraiment pas, non. Bah, il faut s'appeler Terry Pratchett pour faire des notes de bas de page consistantes et drôles. Oui, ça, oui, c'est tout à fait autre, oui, c'est tout à fait autre chose. Oui, oui. Il y en a dont je me souviens encore et qui me font toujours rire 20 ans après. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que comme c'est assez codifié, en fait, le genre du méca... Ah, les notes de bas de page de Jack Vance, dit Chipo. Non, mais comme le gars est Ou aussi... Jack Vance. Oui. Ouais. Ah bah ça aussi pas mal en ce moment, j'ai l'impression. Enfin, Chipo, il est en pleine création, recréation des univers de Jack Vance. Et que monsieur, il s'amuse à faire des petits films avec son téléphone. Il est assez doué. Ben, félicitations et bon courage. Et donc, pour en revenir au méca, donc, comme c'est un genre hyper codifié, effectivement, tu n'as pas besoin de t'étaler sur des pages et des pages. D'ailleurs, du coup, la première confrontation avec le Manobot, c'est presque abstrait, quoi. Tu lui introduis juste le nom pour commencer, et c'est vraiment... faut vraiment essayer d'imaginer à quoi il ressemble, quoi. Les descriptions, elles viennent au fur et à mesure de l'action. Oui, mais je pense que là, voilà, une fois encore, les gens voient à peu près ce que c'est, quoi. C'est un gros outil de travail. À la limite, même en dehors du monde des mechas à proprement parler, les gens visualisent bien parce qu'ils ont vu Aliens aussi. Alors, c'est pas des Oui, mechas, c'est Aliens, c'est les les espèces de exosquelettes. exactement dont Ripley se sert magnifiquement à la fin notamment. Oui. Donc je pense que même sans description, même sans illustration, je pense que c'est vite compris quand même par le lecteur, il me semble. Oui. Bon, après, ils ont une forme particulière, tu vois, je les voyais vraiment pas comme ça quand Fabien m'a envoyé la photo d'illustration. Cette espèce de d'obus sur deux pattes massives. La version qu'en donne d'ailleurs Louis Clément dans son illustration pour le roman me plaît beaucoup. Il y a un côté qui est presque plus organique d'un Oui, on certain dirait point un de vue. insecte, ouais. Oui, pratiquement, exactement. Et c'est assez intéressant parce qu'il a vraiment donné son point de vue à lui avec sa sensibilité propre effectivement, au concept qui est japonais à la base et qui est très varié, mais effectivement à l'intérieur de schémas préétablis, de codification bien connue. C'est superbe Oui, ce qui est en train d'être posté sur le... voilà, c'est le travail de Chipo. Magnifique, magnifique. Je sais pas comment il trouve le temps parce que bah il fait partie du personnel hospitalier. Enfin, bah, quoi. Ah oui, c'est Ouais. une période tendue, oui, ça... Et il se détend en faisant des beaux bécas. Tu as dû voir Pacific Rim de Guillermo del Toro? Écoute, non, j'ai pas eu le temps encore, Ah, figure-toi, mais ça fait partie de mes films à voir, oui. oui, parce que bon, je pense que ça doit parler pas mal aussi aux jeunes générations cinéphiles qui, bon, parce que des fois, les mechas, ça parle pas à tout le monde. Enfin, l'animation japonaise, ça peut passer par-dessus la tête de certains. Et donc, Guillermo del Toro s'était fait un film avec des mechas et des kaiju qui tapent dans la gueule. Voilà, très bien, mais c'est bien que comment dirais-je, que ça sorte Ouais. totalement, effectivement, voilà, oui, oui, je suis tout à fait favorable à ça, oui. Que ça sorte un petit peu que ça éclate les frontières de l'animé japonais et du manga. D'après Melchior, Melchior, Pacific Rim, c'est Evangelion, mais qui serait bien. Bon, faut savoir que alors Melchior n'aime pas trop Evangelion, je crois. d'accord, je défendrai Évangélion un peu tièdement, pour être honnête, parce qu'il y a toutes sortes de choses que j'aime beaucoup dedans. Il y a des scènes tout à fait magnifiques, il y a une musique que j'aime bien, notamment dans les scènes d'action, mais d'abord, je trouve que c'est excessivement compliqué quand même, et je dois être à un âge où mes neurones commencent à se dissoudre, je ne sais pas, et j'ai quand même eu besoin de me faire expliquer la fin de la série, parce que Oui. c'était pas tout à fait lumineux pour moi, je vais être honnête. Bon, bah, même chez les jeunes, je pense que ça a été un peu compliqué. Enfin, il y a Orga qui est pas du tout d'accord avec Melchior, il pense plutôt l'inverse, Oui, que Evangelion, c'est Pacific Rim en bien.
Bien, Et mais c'est bien. ouais. On pourrait organiser un duel, hein, Voilà. un petit combat dans une cave souterraine qu'on diffuserait sur le Darknet. Là, ouais, ça serait pas mal. Tout ça pour voilà, la team Évangélion et la team Pacific Rim. Ouais, comme je dis pas, heureusement qu'on balance pas ça sur Twitter, sinon derrière la shitstorm. Allez, merde, Oui, absolument. Or, c'est défendable, je trouve, le fait que l'on soit rétif à Évangélion. C'est quand même très particulier, c'est assez lent. Après, je suis assez sensible à cette atmosphère un peu diluée comme ça. Je suis moins sévère pour le personnage principal que beaucoup de fans considèrent comme une espèce de pleurnichard insupportable. C'est ouais, pas toujours le cas. Et c'est puis, une violence qui revient euh, souvent, effectivement, avec la personnalité de Shinji. Bon, c'est ça. c'est un ado malheureux, quoi. Et ça passe pas Et bien. exactement, qui est maltraité par son père, hein. Ouais, Il n'y a pas de maltraitance physique, mais la maltraitance psychologique est quand même c'est ça, parce qu'il a l'air épouvantable, quoi. Donc, froid, distant, enfin bon, il donne aucun amour à Shinji, quoi. et il le manipule de façon parfaitement ouverte Mm. pour son intérêt personnel. Donc moi, c'est un personnage que je peux comprendre, oui. Il a des scènes tout à fait héroïques, hein, par Ouais. ailleurs, quand il est réveillé. Il y a une rumeur qui court comme quoi le père de Shinji, ce serait une espèce de portrait au vitriol de Hayao Miyazaki, mais c'est des rumeurs, hein, je suis Ah, pas sûre. d'accord, d'accord. Oui, oui. Melchior a une Pacific Rim parce que ça tatane, c'est beau, c'est rythmé, ça chiale pas, et le Donc on énorme en revient à bordel. Shinji, tout à fait. Voilà. Eh bien, il faut vraiment que je le voie, Ah oui, alors, c'est d'accord. vrai qu'il y a la fin d'Evangelion qui est horrible. Ah bon, je vais pas spoiler. Ouais, ça tatane dur, ouais. Est-ce que ça tatane beaucoup dans Kraken Crack, hein, histoire de allécher les Il fans? y a, Alors, il y a quelques bagarres au milieu du roman et à la fin entre mechas et entre autre chose que je ne vous spoilerai pas, mais qui ne sont pas des mechas et qui sont néanmoins un adversaire à la taille, on va dire, et à la hauteur des mechas. Mais il y a aussi de la guerre entre pirates informatiques, entre hackers, donc sur le réseau. Et il y a aussi eh bien, le sergent Carole Martins qui continue de mener l'enquête antiterroriste, en fait, puisqu'il y a cet élément aussi qui se greffe. Et donc, il y a une sorte d'enquête policière ou d'enquête antiterroriste avec course contre la montre. Donc, je pense qu'en matière d'action, il y en a pour tous les goûts. D'accord, donc c'est un vrai thriller. En tout cas, j'espère qu'il y a quelques rebondissements qu'on ne voit pas venir. J'en suis jamais tout à fait sûr, bien évidemment, hein, c'est le lecteur qui saura si oui ou non il a été surpris. Mais oui, de toute façon, j'aime bien ça, même si j'attaque quelque chose qui est un peu sérieux comme sujet, ce qui n'est pas le cas de Kraken Crack, hein, qui vraiment répondait à la raison sociale de Pulp Factory. C'est un pulp, il est assumé, il est voulu pour ça. Hein. Mais mais même si j'écris des choses plus sérieuses, moi j'aimerais bien qu'il y ait de toute façon du rythme et qu'il se passe quelque chose. J'ai jamais été tenté par le Le somme ou pamphlet, oui. l'éditorial. Voilà. Si j'ai envie d'écrire de la philosophie, ce dont je suis rigoureusement incapable, je me mettrai à la philosophie. Mais si j'écris un roman, même un roman qui traite voilà, c'est ça. Et je pense que l'intrigue et les personnages doivent avoir la priorité sur les autres considérations. On est d'accord. Effectivement, je pense que les messages passent mieux quand le message est au service de l'histoire, finalement. Absolument, À l'inverse. exactement. Et exactement. Et je pense qu'on peut très bien, parce que là encore, les lecteurs sont intelligents et ils comprennent très bien ce que on leur montre à voir, sans qu'on ait besoin de leur expliquer quelle est la théorie politique sous-jacente, quoi, en quelque sorte. Alors, il y a Fabien qui nous montre des mechas en Corée. Ça commence aujourd'hui. Ah, je sais pas s'il tient bien debout, là. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a le lien sur le chat. Il faut continuer à nous poster des photos de mechas de plage qui doivent nettoyer le sable. Et, Toute beauté. oui. Ah oui, non, il fait du beau taf, hein. Et Ah oui, oui, vraiment, oui. ouais. Ah, ils ont de la gueule. C'est méca breton. On attend Très aussi bien. les méca déménageurs bretons. Ah oui. Oui, bah, ça peut servir, oui. Alors pour revenir aux choses sérieuses, Fabien fait une comparaison. Il dit que Kraken Crack, c'est la rencontre de Pat Labor et de neuromanciens. Est-ce que tu es d'accord?
Alors, je suis extrêmement flatté, c'est beaucoup trop flatteur d'ailleurs. Pat Labor est une de mes sources d'inspiration principales, hein, dans l'unité dans laquelle évoluent les héros, ça me paraît assez clair. Ça signifie pas pour autant, parce que moi, Pat Labor, enfin, il y a des tas de choses dans Pat Labor, il y a des séries, il y a des films, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très bien et qui vont beaucoup plus loin simplement qu'une histoire de robot, qui parle aussi d'amour maternel, par exemple, pour l'un d'entre eux que j'ai en tête, ça doit être Pat Labor 3, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a toutes sortes d'autres choses derrière. J'ai pas la prétention d'avoir mis mes robots dans une histoire aussi riche, personnellement. Quant à Neuromancien, pour être tout à fait honnête, Neuromancien, du point de vue stylistique, ça n'a jamais été un roman qui me fascine. J'ai essayé de le lire en anglais aussi pour voir si c'était une question de traduction. Ça m'a pas fasciné. En revanche, ce que Gibson a inventé en quelque sorte, ça fait partie de l'histoire de la SF, quoi. Hein. Donc je ne me sens pas du tout à ce niveau-là. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de Pat Labor, et puis il y a des pirates informatiques et une guerre sous-jacente dans les profondeurs du réseau. Mais maintenant que bon, on en sait plus sur l'informatique et qu'il y a vraiment des pirates qui font des ransomware, qui traquent les entreprises pour pouvoir manipuler, peut-être que Gibson est un petit peu obsolète maintenant, enfin il est un peu dépassé par Ah rapport oui, aux monstres. oui, probablement. D'ailleurs, il est plus du tout, pour autant que je sache, ça fait un petit moment que j'ai lâché l'affaire, à vrai dire, mais je le lisais encore dans les années fin des années 90 et il était plus du tout sur ces thématiques-là, oui. Ouais, c'est dommage parce que bon, il était précurseur du cyberpunk, mais finalement, c'est peut-être un des premiers genres qui a été rattrapé par la technologie. Oui, oui, probablement, oui, 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 oui. Et Et c'est vrai que ça peut. On voit ça aussi d'ailleurs dans la représentation visuelle, dans les imageries. Je pense à Blade Runner, qui est un de mes films de science-fiction préférés, hein, que j'aime vraiment énormément. Lui aussi est technologiquement, dans la manière qu'il a de présenter la technologie, est dépassé. Enfin, il est tellement sublime à voir que c'est pas très grave, quoi. J'ai pas l'impression que William Gibson ait eu droit, lui, contrairement à Philippe K. Dick, à des adaptations dignes de ce nom. J'ai aucun souvenir d'en avoir vu une, pour être tout à fait honnête. Mais je suis. Si je dis pas de conneries, il y a Denis Villeneuve, je crois, qui est très inspiré par... Ah oui, c'est de. D'accord, oui, oui. Oui, c'est à mon humble avis, c'est pas du même niveau, oui, oui. Et c'est L'adaptation, un hein, j'entends. foirage complet, Oui, c'est dommage. voilà, très bien, soyons Ouais, francs. bah Oui, ça justement, oui, fait. c'est bel et bien d'après la nouvelle Johnny Mnemonic de William Gibson. Et c'est quand même une purge. Alors, heureusement, il y a des. Mm. Heureusement, il y a des vrais spécialistes, très bien. Ah, c'est dommage parce qu'il y a Keanu Reeves et il a un gros capital sympathie. Mais Oui, c'était avant oui, sa oui, prise. oui. Alors Fabien dit que Gibson ne savait pas servir d'un ordinateur quand il a écrit Nos Romanciens. En même temps, il paraît C'est clair. que Bradbury n'aimait que la bicyclette et qu'il avait horreur de prendre l'avion, ce qui l'a pas empêché d'écrire les chroniques martiennes. Mm. Mais c'est vrai que bon, se renseigner un peu sur ce qu'on écrit, ça fait partie du métier quand Ah, même. Fabien n'entend plus rien. Comment ça se fait? Est-ce que vous entendez bien vous autres? Moi j'entends bien Jean. J'entends aussi. Mm. Oh. Euh, Melchior dit que Gibson a plus été largement inspiré de... Je comprends pas ta question, c'est quoi cette formulation? Dans le jeu de rôle avec Cyberpunk et Shadowrun. Ah oui, oui, tu veux dire qu'il a été une source d'inspiration bien plus riche et réussie pour le jeu de rôle. Tu fais du jeu de rôle, toi, Jean? J'en ai fait, et notamment Cyberpunk, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avoue que ça m'est un peu passé, faute de temps, hein, tout simplement. D'accord. J'ai commencé à écrire il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a une dizaine d'années, et depuis que j'ai commencé à écrire, ben, mon temps libre, c'est la lecture et l'écriture. Hein. Donc j'ai plus tellement le temps pour le reste, quoi. C'est ça, Mais je, c'est le problème quand on est écrivain et que on gagne pas forcément notre vie avec notre plume, c'est que faut écrire, faut ah travailler. oui, c'est ça, exactement. On travaille dans la journée, on écrit tôt le matin et tard le soir, tout à fait. Ah, très bien. Surtout que le jeu de rôle, c'est un gros investissement en termes de temps. Faut y passer des journées entières. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Oui, je suis d'accord, oui. Mais ça a été pour moi une source d'inspiration à une époque. Par exemple, je parlais tout à l'heure euh, de cette série pour jeunes adolescents que j'ai donc écrit à quatre mains avec Tim Corey chez Otherland. Et l'une de mes sources d'inspiration quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était un jeu de rôle papier
auquel j'avais joué un peu dans mes années d'étudiant, on va dire, et dont je suis incapable de dire comment il s'appelait, donc mon anecdote tombe complètement à l'eau, mais clairement c'était une source d'inspiration. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ça t'a inspiré inconsciemment pour... Chill. Merci à Marlowe, c'est chill, absolument. Ah, voilà. Ah bah, le chat, c'est là pour ça aussi, hein, c'est empêcher les trous de mémoire. Mais c'est bien, ils en savent tous plus, donc c'est parfait, oui. Ah bah, il y a des gros spécialistes de la SF et des grands amateurs de littérature, donc on est tranquille, en tout cas. Si on dit des conneries, on se fait rattraper, ou si on se souvient plus. Nicolas Witt, j'ai connu Rose Hotel avec William Dafoe aussi, c'est du Gibson. Ah, je savais pas. Et je l'ai pas vu. C'est bien, c'est Abel Ferrara, c'est ça, Alex? Je suis pas spécialement fan d'Abel Ferrara, donc ouais, je m'étais pas penché sur l'adaptation. Je l'ai pas non plus. Ouais, je sais plus, mais je crois, ouais, ok. Bon. Bon, en tout cas, ouais, ça a toujours été un peu moins marquant, enfin, ou beaucoup moins marquant que l'œuvre de de Philippe Cadic au cinéma. Et bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les mechas? On a presque fait le tour des questions. Oui, MDB, tout l'ami, c'est bien Ferrara. Oui, Orga, moi, ça, évidemment, c'est un pseudonyme qui me parle en tant que... Ah, pas directement sur les mechas, mais peut-on espérer une suite dans le monde de Kraken Crack? C'est une très bonne question. Alors, j'ai quelques idées. Donc ça n'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui se fera le cas échéant avec l'éditeur. Je me lancerai pas comme je me suis lancé sur ce projet, un peu en espérant que ça intéresserait Pulp Factory, mais sans en être sûr. Euh, Parce que quand on commence à construire comme ça une série, il faut être sûr que l'éditeur a envie de suivre. Ça c'est un peu plus compliqué, me semble-t-il, qu'un livre qui se suffit à lui-même. Mais il y a des choses à dire encore. Dans ce petit univers minuscule qui est le mien. Mais bon. Surtout qu'on avait traité des androïdes et justement, bon, j'ai parcouru ton roman en diagonale pour pouvoir poser des questions adéquates. Et justement, la thématique des androïdes fait que vers la fin, il y a, il se passe une fin. Je suppose une fin ouverte. Là. Tout à fait, il se passe quelque chose qui peut, qui appelle quelque chose. Après, là encore, les lecteurs sont tout à fait à même de conclure comme ils en ont envie. Enfin, là aussi, je fais tout à fait confiance à l'imagination des lecteurs, mais on peut proposer sa propre solution en tant qu'auteur, bien sûr. Et c'est vrai que ça, c'est un message que je passe aux aspirants écrivains et que beaucoup de jeunes font l'erreur, c'est de pas commencer à faire des sagas parce que c'est pas forcément ce que cherchent les éditeurs. Et c'est pour ça que Jean, il a écrit une fin peut-être assez ouverte, mais en même temps en prévoyant un one shot. Oui, c'est ce qui était prévu initialement, très clairement, oui, oui. En plus, j'avais vraiment envie au moment où je l'ai écrit. Parce qu'une fois encore, comme je te disais, j'ai été tout à fait séduit dans la proposition de Pulp Factory par la raison sociale de la maison, qui est de proposer comme ça des romans à la manière des pulps que je lisais. Moi, je me souviens quand j'étais collégien, le samedi à la bibliothèque Louis Aragon de Choisy-le-Roi, ça date pas d'hier, et qui étaient ces livres qui font 250 pages, 300 pages, qui sont pas très longs, qu'on peut lire assez rapidement, qui n'ont pas de prétention à l'intelligence conceptuelle et à l'avant-garde stylistique, mais qui ont quelque chose quand même qui accroche. Et je me suis dit, j'aimerais bien essayer ça, oui, puisque c'est un peu, je crois, je veux pas fleuve noir anticipation, dit Fabien Liraud sur le chat, c'est tout à fait ça. J'avais envie d'essayer, de voir si j'étais capable de faire quelque chose un peu dans ce genre. Donc j'étais pas du tout parti sur voilà, c'est ça, une grande saga, oui. Surtout que voilà, quoi, faut rester modeste. Souvent, on écrit vraiment pour faire perdurer le plaisir de la littérature pulp qu'on a découvert adolescent. Absolument, oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, j'ai ma formation classique d'un côté, tout à fait traditionnelle, latin, etc. Bon, et puis de l'autre côté, j'ai ça qui a fait partie aussi de toute mon adolescence et les deux me poursuivent aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose que je revendique vraiment. Je me sens aucune. Oui, oui, tout à fait. Il y a une. Je trouve pas ça très avisé de favoriser un genre plus qu'un autre. Surtout quand tu te tardes d'écrire ou de créer.
Je pense qu'il y a la place pour tout, oui, tout à Oui, fait. oui, oui. Ouais, ouais, ça te permet vraiment en tout cas de créer des choses un peu plus inédites quand on peut s'inspirer de ce qu'on a lu de notre culture éclectique. Enfin bref, pour résumer, l'éclectisme c'est le bien et c'est l'ami de l'écrivain. Eh ben, très bien, c'est un slogan que j'adopte tout à fait. Eh ben, très bien, bah là il est 19h. Bientôt être l'heure de dîner, je pense. On aura passé Oui, une heure assez sympa. Voilà, oui, on est très bien je sorti. trouve. Merci beaucoup. Je tiens à remercier une fois encore Nelly de ton invitation. Et puis alors tous les gens qui étaient présents. Et alors bon, évidemment, comme je suis un peu concentré sur ce que tu me disais, sur mes réponses, je n'ai lu le Discord un peu qu'en diagonale, mais je vais tout reprendre maintenant avec plaisir. Oui, ils ont été assez sages ce soir sur le Discord. Ah, de rien. Bon, d'accord, j'ai évité le bizutage, donc c'est ça, oui. Oh bah des fois enfin, il y a Alex et Chipo qui sont, enfin Nicolas Vitti et Chipo qui sont déchaînés et qui envoient calembour sur calembour. Mais bon, comme on parlait Très méca, bien. tout de suite Chipo il a été et il a bien illustré le propos avec ses super photos et ses montages. C'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait, oui. Ouais. Bah merci à tous en tout cas d'être venus. Merci à toi Jean pour ta lecture. Et ben on a encore plein Merci à vous tous et merci à toi, Nelly. Merci beaucoup. je t'en prie. Bah, merci Fabien qui m'a proposé en tout cas de t'inviter. Merci à lui. Et puis bah Et on se puis, ben, retrouve le mois prochain. Et on va changer de genre complètement là. C'est le retour de Céline Badarou et elle va nous lire un extrait de son roman policier animalier, Ravinger et Ward. Merci à très tous. bien. Merci Jean. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.